Il est 23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse de vous retrouver. Tout de suite, les titres de votre journal. Le président Alassane Ouattara a accordé plusieurs audiences ce mardi au palais présidentiel. Le chef de l'État a reçu l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, également le nouveau président de la CAF, la Confédération africaine de football. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est, lui, aux États-Unis à l'invitation du groupe Hershey, une visite qui porte déjà ses fruits. 2 signatures d'accords ont été signées entre les 2 parties visant la transformation du cacao. Elles sont souvent appelées bonnes, nounous ou encore gouvernantes. Ce sont ces travailleuses domestiques, ces employés de maison qui offrent leurs services souvent dans des conditions pénibles pour des revenus modestes. Quelle réalité? On en parle également dans ce journal. Mais avant, sachez que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est à Yamoussoukro depuis maintenant quelques heures. Le président de la République va présider demain, mercredi, le Conseil de ministres qui va donc se tenir dans la capitale politique. À son arrivée à l'aéroport de Yamoussoukro, le chef de l'État a eu droit aux honneurs militaires. Abou Sanogo. Aéroport de Yamoussoukro ce mardi. C'est à 17h30 que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et les autorités locales, le chef de l'État est allé s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national. Puis le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. Honneurs militaires rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 brigades des élèves officiers d'actifs de 2e année, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 2 sections de la garde républicaine aux ordres du chef des bataillons Zadigossi. Après quoi, échange de civilité entre le président de la République et la chaîne des grands commandements, les membres du gouvernement, la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et les cadres de la région de Yamoussoukro, le tout dans une bonne ambiance. Le président de la République, Alassane Ouattara, présidera ce mercredi un conseil des ministres suivi d'une rencontre avec la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Et avant de se rendre à Yamoussoukro, le président Alassane Ouattara a accordé plusieurs audiences ce mardi au palais présidentiel. Le chef de l'État a reçu l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, mais également le nouveau président de la CAF, la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Le compte rendu est de Viviane Haïm. Première visite à Abidjan depuis son élection du nouveau président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad, qui a été reçu au cours de la journée ce mardi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Visite pour établir un lien avec les autorités ivoiriennes au plus haut niveau et surtout rassurer le chef de l'État ivoirien que le choix de la Côte d'Ivoire comme pays hôte de la CAN 2021 reste inchangé, a laissé entendre le nouveau président de la CAF. Après un changement, il faut toujours rendre visite et présenter des courtoisies, toute de civilité à nos parents. Nos parents, ce sont les chefs d'État. Mais particulièrement pour la Côte d'Ivoire, c'est rassurer aussi, surtout vous, la presse. Rassurer parce que certains commencent à faire des sensations pour dire qu'il y a un doute par rapport à l'organisation de la CAN en 2021. C'est pour venir rassurer le chef de l'État que la CAF, en aucune manière, même une seconde, n'a jamais réfléchi aujourd'hui de retirer cette organisation de la Côte d'Ivoire. Et nous voudrions bien accompagner le pays et nous remercions même le chef de l'État d'avoir mis en place, dès l'année 2017, le comité d'organisation. C'est un indicateur pour nous que le pays s'engage dès maintenant
dans les préparatifs de l'accueil de ces compétitions. Pour rappel, c'est le 16 mars 2017 à Addis Abeba que le Malgache Ahmad Ahmad était élu à la tête de la Confédération africaine de football devant le Camerounais Issa Hayatou à la tête de la Confédération depuis 29 ans. Avant cette audience, le président de la République avait reçu l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Tang Weibin. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est lui aux États-Unis à l'invitation du groupe RC, une visite qui porte déjà ses fruits. 2 signatures d'accords ont été signées donc entre les 2 parties visant la transformation du cacao. Notons que le vice-président est accompagné dans sa mission aux États-Unis par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa, et celui de l'Industrie, Jean-Claude Brou. Voilà, séance de travail fructueuse donc entre la Côte d'Ivoire et le géant américain. Je vous propose à cet effet d'écouter le vice-président de la République au sortir donc des échanges entre les 2 parties. Je dois dire qu'il s'agit d'un pas important qui vient d'être accompli. Vous avez pu voir qu'il y a eu 2 signatures actuellement. La première signature a concerné un engagement global de la société Hershey d'acheter des produits semi-finis en Côte d'Ivoire dans le domaine du cacao. C'était une demande très très forte de la partie ivoirienne, conforme aux instructions donc, du président Alassane Ouattara. Et nous voyons que les choses ont bougé positivement suite au MOU qu'on vient de signer ici. Il est aussi indiqué dans le document qu'ils vont donc appuyer les petits transformateurs ivoiriens de manière à pouvoir exporter disons, des produits aussi semi-finis au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. En plus donc, de travailler avec les grosses unités qui existent déjà au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut d'ailleurs indiquer que pour le moment, on a noté depuis quelques années qu'ils ont doublé leurs achats de produits semi-finis en Côte d'Ivoire, passant déjà de 5% des achats à 12% déjà. Donc c'est une excellente chose qui vient d'être faite. Deuxième point, il y a, disons que la signature d'un document relatif donc à l'implantation d'unités en matière donc d'aliments nutritionnels pour les enfants qui ont des problèmes d'anémie. Et l'implantation de cette usine va se faire assez rapidement, dans un délai maximum d'1 an, de manière à ce que ça soit opérationnel au niveau de la Côte d'Ivoire. 25 000 enfants dans les cantines ou ailleurs qui ont des problèmes d'anémie vont être nourris à partir donc de cette, disons que cet aliment-là qui est vraiment important pour la Côte d'Ivoire. Et plus tard, si les choses marchent bien, pourquoi pas ne pas fournir des éléments pour la sous-région ouest-africaine. Voilà un peu le sens de ces signatures. Et quelques jours plus tôt, du 11 au 15 décembre dernier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan était au Brésil. Il y a rencontré le ministre brésilien des Affaires étrangères. La relance de la coopération entre les 2 pays était au cœur des échanges. Viviane Aïma. Brasilia, capitale fédérale et siège de l'administration et des institutions politiques au Brésil. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan était reçu dans la matinée de jeudi par le ministre des Affaires étrangères, Aloysio Nunes Ferreira, cheville ouvrière côté brésilien de la relance des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il avait effectué le 13 octobre dernier une visite à Abidjan où il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Recevant à son tour le vice-président ivoirien à Brasilia, le ministre Nunes Ferreira et son hôte ont envisagé ensemble plusieurs domaines de coopération et d'échange. Ils se sont dit satisfaits et confiants quant au nouveau partenariat entre leurs 2 pays. J'ai été à Côte d'Ivoire il y a 3 mois. J'ai été reçu par mon homologue, le ministre des Affaires étrangères. Il parle par le président de la République aussi, qui m'a fait une très forte impression. Comme un homme d'État qui dirige le pays avec sensibilité sociale, qui a mis le pays dans la route de la réconciliation interne et aussi de la croissance économique. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Nous avons discuté d'une affaire qui me concerne très directement, auquel je tiens au cœur, qui est la question de la noix de cacao. Et nous sommes très près d'une solution pour cela. Le vice-président a eu une réunion à São Paulo avec des hommes d'affaires brésiliens. Et nous avons aujourd'hui discuté de l'envoi d'une mission
d'hommes d'affaires brésiliens, hommes et femmes d'affaires aussi brésiliens, en Côte d'Ivoire, pour connaître plus précisément une série de projets qui sont dans le cadre du programme de développement de votre pays. Et comme le ministre l'a indiqué, nous souhaitons vraiment, comme le président de la République Alassane Ouattara l'a souhaité, renforcer cette coopération des deux côtés de l'Atlantique. Je crois qu'en plus, effectivement, les hommes d'affaires, nous avons évoqué la question éventuellement d'avoir aussi une ligne aérienne qui pourrait permettre donc aux hommes d'affaires de bouger rapidement entre les deux pays. Je suis permis de remercier donc le ministre pour l'annulation de la dette qui a donc été faite en faveur de la Côte d'Ivoire et l'accord qui va être signé d'ici fin mars 2018 au plus tard. Et aussi un des points importants, c'est le renforcement du capital humain avec le développement donc des universités des deux pays. On a convenu que peut-être Madame le ministre en charge de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, si le président en convenait, pouvait faire une mission ici au Brésil pour pouvoir développer cette coopération. Donc on a vraiment beaucoup de chantiers qui ont donc été ouverts grâce au ministre et nous allons donc continuer pour renforcer cette coopération. Après l'entretien, le vice-président et sa délégation ont été reçus à déjeuner par leur hôte. Vous le verrez en image, le ministre de l'économie et des finances représentant le Premier ministre a procédé cet après-midi au plateau au lancement du 3e compartiment de la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Et ce compartiment est destiné aux PME et aux entreprises à fort potentiel de croissance. Notez que l'objectif est d'offrir aux PME un accès aux capitaux à moyen et long terme en vue donc d'accélérer leur croissance. Le reportage de Jean-Jacques Ouaméala dans nos prochaines éditions. 2 projets de loi adoptés ce matin à l'Assemblée nationale, des projets de loi défendus par le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné. Les explications de Cheikh Koné. C'est sans surprise que 32 des 43 députés qui composent la Commission des affaires économiques et financières ont adopté à la majorité ces 2 projets de loi déterminants pour l'entrée en vigueur du premier programme compact Côte d'Ivoire du Millennium Challenge Corporation. Une satisfaction pour le ministre en charge de l'économie et des finances. L'étape à suivre, c'est que dès l'année prochaine, nous mettons en place l'unité qui va s'occuper donc de la mise en œuvre de l'engagement que nous avons pris, qu'on appelle l'engagement compact. Et ensuite, à la fin de l'année 2018, nous aurons l'ensemble des projets avec les études qui accompagnent. Et en 2019, on commence donc à dérouler le programme. L'une des obligations formulées par l'administration américaine à l'endroit des autorités ivoiriennes dans la mise en œuvre de cette subvention financière était que tous les tests soient validés avant la fin de l'année. Un exercice auquel les députés se sont prêtés à travers l'examen minutieux de ces tests. Nous voulons féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire de sa capacité à trouver de telles ressources pour soulager des secteurs sensibles. Et le souhait des députés que nous sommes, c'est de faire une bonne utilisation de ces ressources, de sorte qu'à l'avenir, le pays puisse s'émanciper de dons. C'est le 7 novembre dernier, à Washington, D.C., que la Côte d'Ivoire a signé l'accord de don du Compact Côte d'Ivoire du Millennium Challenge Corporation. Ce don de l'administration américaine, qui s'étend sur une période de 5 ans, va financer 2 projets prioritaires que sont l'employabilité et la productivité, ainsi que le secteur des transports. On poursuit en images avec le rapatriement des migrants ivoiriens bloqués en Libye. Une autre vague de 130 personnes est attendue au pays. La direction des Ivoiriens de l'étranger et l'Organisation internationale pour les migrations sont donc à pied d'œuvre pour organiser ce retour au bercail. Dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Kabadougou plus précisément, l'actualité est marquée par cette double cérémonie d'inauguration du centre de secours d'urgence d'Odiéné et de la pose de la première pierre du commissariat de Gbéléban. Le ministre de la Sécurité, Sidiki Diakité, était donc dans la région il y a séjourné à l'occasion. On fait le point avec Eve Wé. La région du Kabadougou a désormais son centre de secours d'urgence CSU.
La mise en place des centres de secours d'urgence en Côte d'Ivoire entre dans le cadre de l'opérationnalisation du projet Modernisation et extension de la protection civile en Côte d'Ivoire, piloté et coordonné par l'Office national de la protection civile, ONPC. Le CSU de Déné est bâti sur une superficie de 10 469 m², avec un effectif de 46 pompiers civils, dont 2 femmes. Il a pour mission, entre autres, le secours aux personnes victimes d'accidents, d'incendies et de catastrophes. C'est le lieu pour nous d'inviter déjà tous les usagers de la route, mais aussi tous ceux qui exercent des activités champêtres, à prendre les précautions nécessaires pour d'abord la protection des plantations des feux de brousse, mais aussi pour la protection de leur propre vie. Les chauffeurs de véhicules, respecter les limitations de vitesse et les engins à 2 roues qui sont très nombreux dans la zone, inviter également les utilisateurs à s'équiper de casques et à utiliser surtout les casques. Pour renforcer les capacités d'intervention des pompiers civils, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remis un camion-citerne et une ambulance. Et de façon générale, pour renforcer la sécurité dans la région, le commissariat de police de Déné a reçu un véhicule flambant neuf de type 4x4. En plus, dans exactement 6 mois, la ville de Béléban, chef-lieu de département, procédera à l'ouverture de son commissariat de police. On s'intéresse à présent à la rencontre initiée par les structures en charge des réfugiés, une rencontre d'information autour de la carte d'identité des réfugiés. Olivier Iriebi, Herman Guivet. Cette rencontre de sensibilisation a porté sur la validité de la carte d'identité des réfugiés dans les structures financières, publiques et privées. Le ministère des Affaires étrangères a rassuré les établissements financiers sur la crédibilité de la carte d'identité conçue par l'Office national d'identification sous son initiative. Il y a encore des zones de résistance au niveau des institutions financières, des institutions bancaires pour la fiabilité de ces cartes de réfugiés. Il était important que nous puissions réunir ces institutions financières pour les assurer que les cartes qui ont été délivrées aux réfugiés sont des cartes sécurisées, sont des cartes fiables et qui répondent à un certain nombre de sécurités. Pour le représentant du HCR en Côte d'Ivoire, cette disposition de l'État ivoirien est la preuve de son engagement à offrir aux réfugiés des conditions citoyennes. Lorsque on parcourt, on lit les dispositions de la Constitution ivoirienne, l'article 23, il dit ceci, que toute personne qui craint des persécutions pour des raisons politiques, des opinions politiques, peut bénéficier de l'asile en Côte d'Ivoire. Donc c'est par rapport à ça que nous avons en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, des réfugiés de différentes nationalités, une vingtaine de nationalités. En application du droit international, la Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour permettre aux réfugiés de circuler librement. Selon le SARA, 1566 réfugiés, dont 755 femmes et 811 hommes, vivent sur le sol ivoirien. Elles sont appelées bonnes, nounous ou encore gouvernantes. Elles, ce sont ces travailleuses domestiques, ces employés de maison qui offrent leurs services souvent dans des conditions bien difficiles pour des revenus modestes. Quelle réalité, quel avenir pour ces filles en quête de mieux-être? Le service des grandes enquêtes s'est posé toutes ces questions. Regardez. 19h, Koumassi-Sikoji, Bia Sud, sur une des rives de la lagune ébriée. En face, Adjaoui. Pour rejoindre la presqu'île, chaque soir, une cinquantaine de travailleurs font la traversée à bord d'une pinasse. À Adjaoui, les loyers sont bas, très bas, à la portée des revenus très modestes. C'est le sort de Zéya, Sita et Safi, venus de leur Burkina Faso natal et depuis 7 ans, travailleuses domestiques à Abidjan. Il y a une tante ici, elle est arrivée chez nous. Elle dit non, comme ça n'est pas là. Elle dit si tu pouvais venir à Abidjan ici pour venir travailler. C'est là que je suis venue. Quand je suis arrivée, elle m'a dit de vendre l'eau. J'ai vendu l'eau pendant 3 années. Sans vendre l'eau, si l'argent n'est pas complet, elle commence à parler. Il y a une fille. Quand j'ai gagné ma fille, elle m'a cherché. Seule et abandonnée par le père de sa fille, Zéya se met à la recherche d'un emploi. Je suis allée chez ma camarade
Je me débrouille, j'ai trouvé un travail. C'est une femme ébriée. Qu'elles viennent du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire, ces filles sont pour la plupart déscolarisées. Âgées de 15 à 30 ans, elles sont nounous, bonnes, cuisinières pour soutenir leur famille. Travailleuses domestiques, c'est le premier métier vers lequel elles se tournent. Le secteur est informel, mais de plus en plus de structures s'impliquent pour le professionnaliser. La demande est croissante et les employeurs veulent du personnel qualifié. Voici la cuisinière à gaz. Une cuisinière à gaz. OK? Voilà. Nous avons combien de feux? Nous avons 5 feux. D'accord? Et ensuite, nous avons le four. D'accord? Le four qui sert à... L'apprentissage dure 6 mois. À la clé, un diplôme. Les gens courront après vous, parce que vous allez valoir très cher. J'en suis sûre. Parce que c'est un métier qui peut bien payer. Ces centres vont jusqu'à négocier le contrat de travail de ces filles auprès des employeurs. Leur salaire varie entre 80 et 150 000 francs. C'est au-dessus du SMIC et largement au-dessus du salaire moyen pratiqué en Côte d'Ivoire. L'APDH, Action pour la défense des droits de l'homme, l'estime à 22 000 francs CFA en moyenne. Jugés dérisoires, les employeurs s'en défendent. Ce salaire ne prend pas en compte l'hébergement, la nourriture et même les soins médicaux souvent accordés à ce personnel. Mais quel est le sort de ces employés après 20 à 30 années de service? Quelle retraite espérer? La quarantaine révolue, Valérie a longtemps été travailleuse domestique. À l'époque, j'étais payée à 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Je ne payais pratiquement rien et très souvent, je dormais chez mes patrons. Je peux dire que, étant jeune fille, ça me suffisait. 20 ans après, son nom ne figure nulle part dans les registres de l'institution de prévoyance sociale, la CNPS. Pas déclaré, pas de pension. Valérie est obligée de travailler encore pour arrondir ses fins de mois. Avec un avenir incertain, le métier de personnel de maison expose aussi à certains abus. Horaires indéterminés, violences physiques et psychologiques, harcèlement sexuel, accusations infondées. Marie Kofi a été déférée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan après 5 ans de service. Son employeur l'accusait de vol. Il arrive que la femme, elle dit non, qu'ils l'ont volé. Ils l'ont volé pour une somme de 800 000 dans son placard. Et comme c'est moi qui nettoie sa chambre, donc c'est moi qui ai pris l'argent. Maintenant, elle a une fille nièce à la maison. C'est elle maintenant. Je ne sais pas qui lui a dit. Elle tourne et puis elle s'enfuit dans mes affaires, elle fait sortir mon argent. Elle présente ça à la dame. Et elle dit que moi, il a volé, c'est moi qui ai pris l'argent de la dame. Il a bouffé et puis c'est le reste qui est gardé. Je dis non, que ça c'est mon argent. On avait une fille ici, vraiment. Elle était comme une sœur pour nous. Parce qu'elle est venue ici, elle a fait plus de 3 ans. Mais un beau matin, elle est partie. Quand elle est partie, on a constaté que vraiment, elle a volé des pagnes. Même moi, mes pagnes, mes habits, mes pantalons, mes body et tout. Et quand elle est partie, elle a laissé que ses affaires ici. Quand c'est comme ça fait mal. Pour le RIDEF, Réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, il faut agir. La priorité, réglementer ce secteur. Notre stratégie, c'était qu'une loi soit initiée. Effectivement, nous avons été associés aux travaux pour qu'il y ait une proposition de loi. La proposition avait été votée en commission et nous continuons toujours le plaidoyer auprès de nos autorités parce qu'il s'agit d'une frange de la population qui est représentée, on va dire, à 90% par des femmes et des filles qui sont employées dans ce secteur. La CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, participe également à la réglementation de ce secteur. Elle mène des actions de sensibilisation pour la déclaration du personnel de maison. En le faisant, ces derniers ont droit au même traitement et prestations que le salarié ordinaire, notamment en cas d'accident de travail et de congé. 3138 gens de maison sont déclarés contre 1 million de travailleurs domestiques à la besogne dans le district d'Abidjan. Selon l'APDH, 45% ont moins de 21 ans. Voilà, travailleuse domestique, quelle réalité, quel avenir. Un dossier signé Salima Toudia et Christelle Menant. Avec Mamadou Okwasi, faisons un tour à Bétier, c'est dans la région de Lindenier-Duablin. Les populations là-bas se préparent à une rencontre très importante. Elles se préparent donc à accueillir le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il y sera pour l'inauguration du pont construit sur le fleuve de la Komoué. L'heure est donc à la mobilisation. Le pont de Bétier sur la Komoué
Un rêve caressé par les populations depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce projet a pris forme. Terminé. L'ouvrage sera livré par le président de la République, Alassane Ouattara, le vendredi 22 décembre prochain. Une date mémorable pour la population de la région de Ndéné-Guablin. Pour faire de cet événement une réussite, les cadres des 3 départements se concertent. C'est donc un événement important pour la région parce que la zone de Bétier, c'est le poumon économique de la région Ndéné-Guablin. Et avec ce pont, c'est un désenclavement total de notre région et nous devons être reconnaissants à M. le Président de la République. C'est pourquoi tout le monde est invité à cette rencontre. C'est le Président de la République qui nous rend visite et je ne doute pas un instant que la mobilisation sera à la hauteur de l'événement. Pour le ministre Pascal Kokou Abidjan et l'ensemble des cadres de la région, cette 3e visite du président de la République en 2 ans de l'Indéné-Guablin est un signe catalyseur pour le développement de la région. C'est pourquoi cette cérémonie d'inauguration du pont serait également une occasion pour les peuples du royaume indéné et du Guablin d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour les différents projets de développement dont bénéficie l'Indéné-Guablin. Un pagne à l'effigie du pont sur la Komo a été présenté au cours de cette rencontre tenue dans la commune du Plateau. Pagne pour accompagner cette cérémonie d'inauguration du pont qui va relier les départements de Bétier et de Yakassa à Tobrou dans la région de Lamé. Le peuple Nafana de Samporo lui rend hommage au chef de l'État pour les nombreux chantiers de développement engagés et pour la nomination d'un des leurs au poste de Premier ministre. Nous sommes dans la sous-préfecture de Sorobango. Mamadou Kwasi est notre guide. La célébration de la fête de l'Ignam a été le prétexte pour les populations de Samporo, village de la sous-préfecture de Sorobango, d'exprimer leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Une journée d'hommage au chef de l'État, organisée par le peuple Nafana de Bondoukou pour plusieurs raisons, dont la nomination d'un des leurs au poste de Premier ministre, chef de gouvernement, mais aussi pour les projets de développement dont bénéficie leur sous-préfecture. En matière d'électrification, 8 villages déjà connectés au réseau national, 15 en voie d'électrification. Nous en avons seulement un quand il venait au pouvoir, sur Bango. Bandolé était avec groupe. Donc il y avait un seul village qui était sur le réseau national, c'était sur Bango, à l'arrivée du président de la République. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le directeur général du FER, Lassine Diaby, a salué la mobilisation des populations aussi leur fidélité au président de la République. Il a également demandé au peuple Nafana et à l'ensemble des populations de la sous-préfecture de Sorobango de se mettre au travail pour accompagner la politique de développement du président Alassane Ouattara. C'est un message d'union, de rassemblement et de cohésion partout en Côte d'Ivoire et singulièrement dans le Nafana. Et en retour, nos parents Nafana m'ont chargé de transmettre leur solidarité de l'action menée par le gouvernement et par le président de la République pour la Côte d'Ivoire et exprimer leur satisfaction de ce qu'ils ont reçu. Le député de Bondoukou, Noël Kofi Maïzan, parrain de la cérémonie, a appelé le peuple Nafana de Samporo à l'unité et surtout au renforcement de la cohésion. Et parlant d'unité, une mutuelle de développement a été installée par le parrain et par le représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les veuves et les orphelins de la ville de Bouna retrouvent le sourire, ce grâce aux actions de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. L'ONG vient d'offrir à 100 veuves et à 100 orphelins de la ville de Bouna des vivres et des non-vivres. Kader Sogodougou. Mettre le sourire dans le cœur des veuves et des orphelins, tel est le slogan de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Chaque année, ce slogan est traduit en faits réels. Pour la 10e édition de la charité, l'organisation non gouvernementale a déposé ses valises dans la région du Bunkani. À Bouna, une centaine de veuves et d'orphelins vivant dans la pauvreté a bénéficié de la générosité de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Des vivres et des non-vivres d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA ont été offerts. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude aux membres de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité pour avoir pensé à eux en cette période de vaches maigres. Le président de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité inscrit son action dans le cadre d'une œuvre divine. Aimé Monoko a exhorté la population ivoirienne à plus de solidarité à l'égard de cette couche vulnérable. En Afrique, malheureusement, quand le père décède, malgré ses biens, la veuve est chassée de la maison, généralement.
et l'enfant se retrouve dans la rue. Tous les membres que voici avons décidé d'intervenir un tant soit peu en faveur de ces orphelins. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité a en projet la construction d'un centre pour la prise en charge des veuves et des orphelins de Côte d'Ivoire. La 10e cérémonie de don aux veuves et aux orphelins à Bouna a vu la participation de plusieurs artistes. Des prestations qui ont permis à ces personnes de retrouver un tant soit peu le sourire. Voilà, et c'est sur cette note de solidarité que je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure.